Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous joindre à nous pour ce temps d'échange consacré à l'inclusion numérique dans les villes moyennes, cadre de vie de près de la moitié de la population française. Je me présente rapidement, je suis Jean Dédier, je travaille sur des sujets d'inclusion numérique depuis une dizaine d'années et j'ai le plaisir de diriger et d'animer l'association We Take Care qui travaille en particulier sur la massification ou le changement d'échelle de projets d'inclusion numérique. Alors aujourd'hui, nous allons traiter des spécificités de l'inclusion numérique dans les villes moyennes, en commençant évidemment par les particularités des publics en termes d'autonomie numérique pour ses habitants. Nous allons évidemment aussi parler des dispositifs, des lieux qui existent ou qu'il faut développer, et puis ensuite des stratégies qu'il faut développer au niveau local et des liens qu'il faut tisser entre les différents acteurs de terrain d'une grande variété, les collectivités territoriales, les opérateurs publics et privés qui sont concernés. Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'avoir des personnes particulièrement qualifiées et qui représentent toutes les parties prenantes clés engagées sur cette thématique. Madame Caroline Cailleux, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Beauvais, présidente de l'ANCT, et l'Agence nationale de cohésion des territoires pour tout le monde, et présidente de l'Association des villes de France. Roxane Martin, tu es la directrice de la dynamique équipe de conseil de We Take Care. Merci d'être avec nous. Merci. Nicolas Turca, vous êtes au sein de la Banque des territoires en charge, directeur du programme éducation, inclusion et services au public à la Banque des territoires et aussi grand expert des sujets d'inclusion numérique. Bonjour. Voilà, nous aurons aussi le privilège d'accueillir Monsieur Denis Thuriot, maire de Nevers et président de la commission numérique de l'Association des villes de France, mais aussi en visio la ville du Pecq, représentée par Madame Laurence Lefebvre, responsable du service emploi et de l'espace numérique. Et enfin, nous avons la chance d'avoir avec nous Claire Percet, secrétaire générale adjoint de SFR. Claire, un grand merci de nous accueillir dans ce magnifique studio de BFM. Et je te laisse un petit mot pour terminer cet accueil. Oui, un petit mot. Merci Jean pour vous dire que je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans nos locaux, effectivement, à l'Altis Campus, au sein de nos studios TV, puisque vous savez, on est tous rassemblés, SFR, BFM, RMC, dans le 15e. Donc on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. C'est la 3e webconférence qu'on organise sur ce sujet de l'inclusion numérique. On en a fait une en janvier avec l'ADF, donc l'Association des départements de France, une autre en juin avec l'AMRF, donc l'Association des maires ruraux de France. À chaque fois, ça remporte un grand succès, puisqu'on a environ 500 personnes qui sont connectées. Donc on voit à quel point ce sujet de l'inclusion numérique est important pour les Français, pour les élus, mais aussi, on y reviendra, pour les associations et pour les entreprises. C'est vrai que chez SFR, ce sujet de l'inclusion numérique, c'est vraiment un cheval de bataille depuis 10 ans. On a participé à la création d'Emmaüs Connect, dont tu es également le fondateur, Jean. On a créé ça ensemble il y a une dizaine d'années, avec 3 grandes priorités: équiper les personnes qui en ont besoin, connecter et former, donc pour un accompagnement à 360 degrés. Ce combat de l'inclusion numérique chez SFR nous semblait naturel dans la mesure où c'est le corollaire de notre cœur de métier qui est le déploiement des réseaux fixes et des réseaux mobiles. Déployer des réseaux, c'est évidemment indispensable pour être connecté, mais apprendre à s'en servir et s'approprier les usages numériques, c'est tout aussi indispensable. Donc voilà, c'est vraiment notre cheval de bataille depuis 10 ans, et on est très heureux aussi d'avoir participé à la création de We Take Care, autre association avec laquelle on travaille au quotidien. Merci beaucoup Claire. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, en commençant évidemment avec un focus sur les publics et Roxane nous éclairer sur les visages de l'inclusion numérique dans les villes moyennes. Ça marche. Alors c'est vrai que sur les précédentes conférences, on a aussi eu l'occasion de faire des focus. Là, ce qui nous semblait intéressant, c'était vraiment de revenir sur les publics. Chez We Take Care, on traite de l'ensemble des publics et du coup des Français et maintenant aussi des Belges qui sont en difficulté numérique. Mais c'est vrai qu'avec beaucoup de nos partenaires, d'abord beaucoup les opérateurs de services publics, le réseau retraite, Pôle emploi, les CAF, on s'est intéressé à des publics cibles plus spécifiques
Et en fait, maintenant, on constate que les territoires et les acteurs institutionnels viennent aussi s'intéresser à ces publics cibles. Pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment qu'on a réussi à toucher un premier cercle de public, mais qu'aujourd'hui, il y a une partie des gens qu'on n'arrive pas à inclure et qu'on n'arrive pas à amener dans les accompagnements. Et du coup, on a envie de savoir qu'est-ce qui va faire motivation, quels sont leurs besoins, quels sont leurs freins. Et on le sait, l'inclusion numérique est très diverse, très vaste. Et du coup, on doit s'adapter à la multiplicité, à la variété des besoins, des freins et des sources de motivation. On a travaillé récemment avec la Banque des Territoires sur le public des commerçants, où là, on sent qu'il y a un vrai besoin de sensibiliser sur l'intérêt du numérique pour montrer davantage, faire connaître son offre, faire connaître, mieux vendre, tout simplement, gagner du temps. On a travaillé avec le réseau retraite autour de problématiques qui sont celles de la prévention, du lien social. Alors, on entend beaucoup parler depuis ces derniers temps de l'accès au droit, qui est évidemment un moteur clé et qui a entraîné beaucoup de personnes vers le numérique. Mais en réalité, il y a beaucoup d'autres moteurs à l'action qu'il nous faut aujourd'hui actionner. Et on a le sentiment que, avec les mesures, les actions que l'on a mis en place, notamment dans les territoires ces dernières années, un réseau existe, mais ce réseau, et c'est l'un des chiffres qu'on voulait vous partager, est majoritairement un réseau qui accueille du tout public. C'est super parce qu'en fait, ça facilite l'orientation, ça permet de ne pas avoir trop de trous dans la raquette, l'ensemble des publics peuvent être pris en charge, mais ça veut aussi dire qu'il faut aider ces structures qui font du tout public à aller vers des publics spécifiques qu'ils ne connaissent pas forcément de manière très fine. Et du coup, ça, c'est notre rôle aussi chez We Take Care que d'apporter ces précisions et ces dispositifs pour aller vers les publics spécifiques. Merci Roxane. Madame Cayeux, des commentaires sur le propos de Roxane et de votre point de vue, quels sont les publics qui sont vos priorités en quelque sorte ? Alors, dans l'association des villes moyennes, qui représente les villes de 10 000 à 100 000 habitants avec leurs intercommunalités, nous avons monté, nous aussi, un club de réflexion qui est piloté par Denis Thuriot pour réfléchir à l'inclusion numérique. Mais si je veux détailler un peu les publics qui sont concernés, je dirais d'abord peut-être qu'en France, vous ne savez pas, mais il y a 13 millions de nos concitoyens qui sont en situation d'électronisme. Et à Beauvais, dans le Beauvaisis, ville dont je suis le maire, il y a 17% des habitants qui sont concernés. Alors, qui sont ces habitants? Qui sont ces personnes? Il y a les seniors, qui sont évidemment pas très habiles dans l'outil numérique. Et puis, il y a, je dirais, les personnes socialement ou financièrement défavorisées, parce que dans nos villes moyennes, il y a, je dirais, 16% de nos villes qui ont des quartiers politiques de la ville. Et donc, c'est important pour nous d'aller à la rencontre de ces populations. Ce sont eux qu'il faut accompagner en priorité et d'abord les aider aussi dans les actes de la vie quotidienne et qui se font de plus en plus en ligne, même dans nos mairies. Et puis, à côté de ces personnes qui sont, je dirais, en grande difficulté, il y a des personnes aussi qui ont un besoin de numérique. Je pense, par exemple, toutes les personnes qui aujourd'hui ont découvert le télétravail pendant les confinements successifs, surtout pendant le premier. Elles recherchent évidemment un réseau optimal, mais elles recherchent surtout aussi un outil de travail. Et puis, je dirais, il y a aussi, vous y avez fait allusion, les commerçants de nos centres-villes que nous avons, nous, collectivités, aider à se former, à se mettre au diapason en lançant pendant ces périodes de confinement des commandes en ligne qui leur ont permis de diversifier leur clientèle et de l'améliorer. Et d'ailleurs, nous avions fait une étude avec la Banque des Territoires qui révélait que 2/3 des TPE étaient en difficulté et restaient éloignés du numérique. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de populations qui aujourd'hui sont peut-être
en faiblesse par rapport à l'utilisation du numérique et que l'on doit aider pour qu'elles puissent être à l'aise et surtout en tirer profit. Puis je voudrais citer une dernière catégorie de personnes, je dirais les élus et les agents de nos collectivités locales, puisque aujourd'hui, beaucoup de choses se font en dématérialisé, avec même les délibérations d'un conseil municipal. Mes collègues au conseil ont un ordinateur devant eux et il y a moins de papier, donc il faut être à l'aise sur le numérique. Et donc, c'est pour ça que à l'intérieur avec Ville-de-France, eh bien, nous avons mis en place ce groupe de travail avec Denis Thuriot, le maire de Nevers. Merci. Nicolas Turcat, une réaction aussi sur les propos de Roxane Martin et quelles sont les priorités en termes de public au sein de la Banque des Territoires? Alors, en termes de public, il y a une logique de public, mais il y a une logique de territoire. C'est comme Madame le maire vient de l'expliquer, les publics sont très vastes aujourd'hui. Alors, il y a des inducteurs, il y a des choses qui font que c'est plus ou moins grave, en effet. L'inclusion numérique, plus on est âgé, en effet, plus c'est compliqué. Plus on est dans une catégorie sociale professionnelle basse, plus c'est compliqué également. Aussi, c'est des faits aujourd'hui qui sont démontrés par un certain nombre d'études. Et puis plus aussi, les territoires sont différents, tous différents. Et plus on est dans un territoire éloigné, moins on est dans une métropole, plus c'est compliqué également, jusqu'à 10 à 15 points de différence quand même dans un certain nombre d'études sur les usages numériques en général. Lorsque vous avez des pourcentages de 90% d'équipements, par exemple aujourd'hui de téléphone ou de smartphone, dans des villes moyennes, dans des villes sous le seuil de 200 000 habitants, pour être plus précis, donc des villes un peu plus que des villes moyennes, mais déjà sous le seuil des 200 000, on perd quasiment 10 points. Quand on passe à 50 000, on perd jusqu'à 15 points. D'accord. Donc ça vous donne l'ampleur et la différence. Donc il y a des questions de public, mais il y a des questions également de territoire. Puis enfin, nous, la Banque des Territoires, on accompagne globalement, plus particulièrement les villes moyennes, en effet, avec un dispositif aux côtés de l'ANCT, de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui s'appelle Action Cœur de Ville, où il y a une partie de financement, mais il y a aussi une partie d'ingénierie qui permet d'accompagner, en fait, parce qu'aujourd'hui, les élus et les projets des territoires, parce qu'aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a un vrai besoin d'accessibilité des services, en général, au public, ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'ensemble des services essentiels qu'une ville peut donner à ses concitoyens et à ses habitants pour la rendre attractive. Je pense que le sujet de l'attractivité, aujourd'hui, de l'inclusion est central dans notre sujet d'inclusion numérique. On y reviendra un peu plus tard. Claire Percet, quel lien, quelles actions peut avoir un opérateur télécom leader avec ses publics en fragilité? Alors effectivement, je voudrais rebondir sur les propos de Caroline Cayeux, qui dit qu'on compte à peu près 13 millions de personnes en difficulté numérique aujourd'hui. On voit bien que les profils sont extrêmement variés. On pense en priorité de manière naturelle aux personnes âgées, mais en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. Les jeunes ne sont pas forcément à l'aise avec le numérique non plus. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Il y a aussi les personnes qui n'ont pas les moyens d'être équipées et connectées. Nous, pendant le premier confinement, on l'a fait aussi pendant le second, mais surtout pendant le premier où la fracture numérique est apparue au grand jour, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'étudiants, de jeunes, qui ne pouvaient pas suivre leurs cours en ligne parce qu'ils n'étaient pas équipés, ils n'avaient pas la connexion pour cela. Donc ça, c'est le premier problème, c'est vraiment équiper et connecter. Et là, on a monté des partenariats avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour pouvoir équiper et connecter ces jeunes qui n'avaient pas accès au numérique et qui ne pouvaient pas suivre leurs cours en ligne. Donc on voit bien qu'il y a des partenariats publics-privés qui fonctionnent très bien. Ensuite, il y a quand même une deuxième question qui est tout aussi essentielle, qui est la question de la formation et de savoir se servir des outils. Parce qu'on peut avoir un ordinateur et ne pas savoir s'en servir, ou en tout cas ne pas être à l'aise avec. Et ça pose un gros problème quand on sait qu'aujourd'hui, 90% des offres d'emploi se trouvent par Internet. Quand on n'est pas capable d'aller chercher sur les bons sites, de naviguer sur Internet, c'est très compliqué de trouver ou de retrouver un travail. Et donc là, on travaille beaucoup avec Emmaüs Connect et avec We Take Care sur l'appropriation des usages, sur la formation et sur aussi des projets très innovants. Je vais dire un mot du déclic qu'on a lancé ensemble
il y a un an, le Déclic, c'est la première plateforme de e-bénévolat en France. Donc, on est sur le sujet de l'inclusion numérique et sur le sujet de l'insertion des jeunes. Donc ça, c'est très intéressant. On s'est aperçu que beaucoup de jeunes n'étaient pas à l'aise avec le numérique, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ils sont très à l'aise sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, mais après, quand il s'agit de faire un CV, d'envoyer une candidature, là, ils rencontrent plus de difficultés. Et donc, on a lancé cette plateforme de e-bénévolat qui correspond vraiment au bénévolat de demain, hein. On aide une personne en 1 heure, c'est très ponctuel, ça n'engage pas sur le long terme. Et en même temps, on donne un vrai coup de pouce à quelqu'un grâce à un système de générateur de CV, en fait. Le bénévole, et on en a de nombreux bénévoles, on en a chez SFR, qui aident des jeunes qui en ont besoin à faire leur CV en 1 heure. Donc, c'est une action ponctuelle, efficace et très utile avec un résultat immédiat puisqu'à la sortie, le jeune a son CV prêt et peut postuler. Merci Claire. Derrière, évidemment, cette variété publique qu'on a pu évoquer, il y a effectivement des besoins différents et donc des usages à développer. Madame Cailleux, quels sont les usages que vous souhaitez particulièrement promouvoir au sein de l'association ou au sein d'ailleurs de la ville que vous dirigez ? Alors, en termes d'usage, il y a la numérisation des services publics. Et pour cela, il faut accompagner les personnes fragiles qui ne sont pas à l'aise dans cette démarche. C'est un travail qu'on mène d'ailleurs collectivement avec nos centres sociaux, les CCAS, mais aussi, je dirais, avec les entreprises, la Fondation SFR d'ailleurs, et puis un certain nombre d'associations qui ont pris le train en marche. Et puis, évidemment, malheureusement, ces solutions-là ne sont pas toujours suffisantes. Il y a des personnes qui ont un besoin physique de rencontrer un interlocuteur. Je pense d'ailleurs, puisqu'on a parlé de la NCT tout à l'heure, aux maisons France Service qui ont souhaité s'installer dans des territoires pour que les habitants ne soient pas trop loin de ces services publics. Et il y a là aussi un certain nombre de dispositifs mis en place par cette agence de cohésion des territoires que j'ai l'honneur de présider, avec des aidants connect, entre guillemets. Ce sont des personnes qui viennent dans ces maisons France Service aider les citoyens à faire une déclaration d'impôt en ligne, à faire leur démarche sur la retraite. Et donc ça, c'est un sujet très important, surtout dans le milieu rural. Et nos villes moyennes sont des pôles de centralité au milieu d'une ruralité importante. Mais dans nos villes aussi, nous avons de nombreux services de la collectivité, comme les médiathèques, comme des écoles. Et puis, nous avons lancé aussi, à l'issue des confinements, des circuits courts pour nos commerçants, pour qu'ils puissent recevoir des commandes sur des livraisons alimentaires, par exemple, que nous avons mis en place dans nos villes. Et ça aussi, c'est important. Il faut leur apporter une aide pour qu'ils puissent être des bénéficiaires de ces dispositifs. Et puis, j'oserais parler aussi de la médecine, la télémédecine, qui est un sujet aujourd'hui très important parce qu'on connaît le problème de la désertification médicale et la télémédecine, la téléconsultation. Il faut que nous aidions à la développer, à la mettre en œuvre, un lien avec les médecins hospitaliers. Et donc, ce sont autant de services qui, demain, doivent être mis à la disposition de nos concitoyens. Donc, la formation est importante et l'usage du numérique va s'implanter de plus en plus demain et après-demain dans la vie économique, dans la vie sociale et dans la vie, je dirais, administrative, où je crois que cette formation va apparaître comme étant incontournable. Merci. Je vous propose d'aller un peu plus loin, après avoir évoqué les publics et leurs besoins, et se tourner maintenant vers le sujet des lieux et des offres de services qui peuvent proposer donc à ces publics en fragilité numérique. Roxane, si tu peux nous faire un panorama de la typologie de ces lieux et de leurs actions. Oui, bien sûr. En fait, c'est vrai que la question aujourd'hui des lieux nous interpelle beaucoup, à la fois parce qu'on a cet enjeu d'aller chercher
des publics qui sont plus éloignés. Et puis, vous l'évoquiez tout à l'heure, la question de l'attractivité des centres-villes qui forcément nous pose directement la question de l'aménagement et des lieux. Et en fait, nous, ce qu'on constate sur le territoire, et notamment dans les villes moyennes, c'est que la grande majorité des acteurs qui interviennent sont des associations. Il y a un tiers à peu près des acteurs intervenants dans les villes moyennes qui sont des associations. C'est assez distinct d'une structuration qui était celle dont on évoquait en tout cas la nature lors de notre précédente conférence avec les territoires ruraux, où on était plus sur une représentation des mairies, des bibliothèques. Là, vraiment, au niveau des villes moyennes, ce sont les associations qui sont bien présentes. Et puis, vous avez, vous le voyez, ce chiffre aussi de 19% d'autres acteurs intervenants. Et ces autres acteurs, ce peut être des chambres consulaires, ce peut être des SAD, des services d'aide à domicile. Voilà, on a une kyrielle en fait, d'acteurs qui interviennent sur le sujet, ce qui pose deux questions. D'abord, celle de la lisibilité. Et du coup, je pense particulièrement là à des quartiers politiques de la ville où il y a une vivacité associative telle que parfois on est un peu perdu et on ne sait plus trop où aller, à la fois en tant que public, mais aussi parfois en tant qu'aidant. Et vers où orienter du coup les personnes. Et donc cet enjeu de lisibilité, c'est pour nous un vrai challenge. Et on a aussi du coup, en rapport avec le constat qu'on faisait tout à l'heure, une vraie dynamique à lancer dans l'association justement de ces acteurs plus spécialisés pour aller chercher des publics spécifiques. Donc vraiment là, je pense qu'on est à un jalon assez intéressant dans l'inclusion numérique, où il faut faire le lien entre des acteurs spécialisés qui développent des actions et des acteurs, je dirais, pure inclusion numérique, qui, eux, sont questionnés dans leur rôle et qui pourraient peut-être demain devenir des centres de ressources. C'est un peu la dynamique de fabrique numérique de territoire, ou en tout cas des intervenants qui viennent de manière beaucoup plus mobile s'intégrer dans des lieux existants. Merci. Monsieur Thuriot, bonjour. Bonjour à vous. Je rappelle que vous êtes le maire de la ville de Nevers, et président de la commission numérique de l'Association des villes de France. Alors, ce sujet des tiers-lieux dans les villes moyennes, quel rôle vous les voyez jouer et comment sont-ils aussi contributeurs de la revitalisation de vos centres-villes ? Ils sont déjà un rôle de rassemblement autour du numérique. Après, ça ne veut pas dire qu'on va rassembler des foules d'un seul coup. Moi, je voudrais déjà insister sur le fait que grâce au numérique, il y a une inclusion des villes moyennes dans un nouveau dynamisme de démographie parfois quand on en a besoin, et puis aussi d'économie. Donc c'est la ville elle-même qui est incluse finalement dans un nouvel essor. Et après, à l'intérieur de la ville, effectivement, à nous d'essayer de réduire cette fracture numérique dont on parle beaucoup. Alors c'est vrai que par les tiers-lieux, on peut y arriver, mais un tiers-lieu, ça peut être parfois un lieu nouveau qu'on invente et dans lequel on peut mélanger de l'économie, de l'enseignement supérieur ou d'apprentissage. Mais un tiers-lieu, c'est aussi finalement une mairie. Donc, par exemple, je le vois dans nos mairies de proximité, de plus en plus, on met à disposition des postes informatiques, mais pas seulement des postes, des accompagnants numériques, et notamment aussi avec le plan France Relance, il faut le dire, il y a une enveloppe consacrée au numérique et à l'inclusion numérique, et notamment par ces médiateurs numériques qui sont là pour être des accompagnants. Et vous voyez, moi, si je prends l'exemple de la ville de Nevers, mais je suis sûr qu'il y a des collègues aussi qui le font, l'idée, c'est aussi de faire la mairie à domicile, notamment pour les personnes qui ne peuvent plus se déplacer, provisoirement pour des raisons de santé ou pour une raison de handicap. Donc c'est d'aller emmener la mairie dématérialisée, leur apprendre et qu'ils puissent se débrouiller. En fait, c'est aider à une acquisition d'autonomie numérique. Le numérique n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Et aujourd'hui, si on n'a pas cet outil, on est un peu perdu. Donc c'est compliqué de le maîtriser. On le voit pour des tranches de population d'un certain âge, mais il y en a aussi qui se débrouillent bien parce qu'il faut du temps et ils l'ont. Et puis il y a aussi des jeunes, il ne faut pas croire, mais il y a des jeunes qui ne naissent pas avec les derniers outils qui sont sortis ou qui ont un coût important. Donc à nous de réduire tout cela. Et donc, par ces tiers-lieux, enfin, moi je le vois quand on en crée sur nos territoires, il faut que ça soit ouvert, par contre, il ne faut pas que ça soit fermé. Et il faut qu'on puisse mixer l'associatif, l'économique, l'enseignement. Par exemple, les campus connectés qui se sont développés sont des tiers-lieux autour de l'enseignement supérieur. Et je mise vraiment sur un essor de tous ces campus qui permettent à des jeunes, des fois, de toucher des premières années d'études qu'ils n'iraient pas forcément tenter parce que ça coûte cher et parce qu'il y a des risques d'échec importants. Donc, c'est vraiment, finalement, dans tous les domaines. Et donc, ces tiers-lieux, en fait, c'est marqué à un endroit comment on essaye de se rassembler et de développer raisonnablement le numérique
au soutien de la vie quotidienne, et parce que c'est ça, c'est le déploiement de la ville intelligente. Et la ville intelligente, elle passe aussi autour de l'enseignement, de l'apprentissage, y compris du numérique pour les démarches toutes simples, mais y compris pour l'enseignement, y compris pour des liaisons économiques. Je suis toujours frappé de voir, alors certes exacerbé un peu par les confinements qu'on a eus, que des gens découvrent qu'en province, ben oui, on a Internet et qu'on peut travailler à l'international, on a la fibre qui se déploie. Donc tout ça, pour nous, je le disais, c'est une chance parce que nos villes moyennes ne sont plus exclues forcément de certaines choses, grâce aussi au numérique. Donc on doit le rendre aussi à notre population et par l'existence de ces tiers-lieux qui peuvent être orientés différemment. Merci. Je signale à nos auditeurs qu'ils peuvent nous poser des questions et qu'on aura un temps en fin d'émission pour pouvoir répondre aux questions posées. Nicolas Turca, donc, ces tiers-lieux sont évidemment une interface clé avec les publics, mais y a-t-il pas un enjeu d'aller vers, pour ces tiers-lieux, en ce qui concerne les publics les plus éloignés qui spontanément ne vont pas se rendre dans ces lieux? Alors, en fait, la question des lieux, elle se pose surtout en termes d'ingénierie territoriale. Parce que en fait, c'est poser un lieu d'accueil où on est capable de traiter d'un certain nombre de sujets numériques. C'est aussi des lieux qui sont qui doivent se greffer dans un parcours plus global. D'accord ? Donc, il faut apporter une réflexion probablement, et c'est le sens d'ailleurs de l'accompagnement de la Banque des territoires sur les hubs territoriaux pour un numérique inclusif, qui sont disposés sur l'ensemble du territoire, qui apportent de l'aide aux collectivités territoriales pour construire ce projet territorial. Ça, c'est la première chose, parce qu'il va falloir identifier les capacités à agir, et vous l'avez dit tous autant que vous êtes sur la grande diversité d'acteurs aujourd'hui qui portent les sujets d'inclusion. Je pense à des CCAS, mais je pense à des régies de quartier. On en a parlé dans une ville moyenne comme La Rochelle, que l'on connaît, vous et moi, qui est très en pointe sur l'inclusion numérique. Et puis également des agents de mairie, comme ça a été signalé, qui sont aussi des vrais aidants de premier niveau et qui sont importants dans le cœur de nos concitoyens. Donc ça, c'est la première question, identifier. Ensuite, identifier les publics, se dire, voilà la priorité sur laquelle j'ai envie d'agir, sur les personnes âgées, sur le handicap, sur les jeunes, sur des choses comme ça. Il y a des marqueurs, comme monsieur le maire vient de l'expliquer. Orienter dans cette logique de parcours, être capable de dire, on n'est pas capable de traiter chez nous ce sujet-là. Par contre, l'association XYZ est capable de traiter et de prendre rendez-vous éventuellement, parce que c'est important, cette logique de prise de rendez-vous derrière. Puis enfin, d'accompagnement de qualité, parce qu'il faut que les lieux soient de qualité, mais on y reviendra tout à l'heure probablement sur la question des usages. Donc voilà, la complémentarité des dispositifs. Moi, j'avais un exemple sur l'île de la Réunion. En ce moment, il y a la commune de Saint-Pierre, qui est une sous-préfecture, qui est une ville moyenne, considérée comme une ville moyenne, qui aujourd'hui a 8 conseillers numériques, qui sont répartis dans les CCAS, dans la ville, dans des associations. Et il y a une France Service, qui est d'ailleurs la France Service qui génère le plus de trafic en Outre-mer, par ailleurs, et qui, pour le coup, est capable de faire et a construit ce parcours en se disant c'est plutôt par ici ou c'est plutôt par là. Voilà. Cette logique de parcours doit être une réflexion importante autour de la logique de lieu. Au-delà de poser un lieu, il y a une question de parcours et de capacité à agir dans un territoire donné. Merci. Donc nous avons maintenant dépeint les lieux. Se pose maintenant le sujet des projets et nous avons décidé de mettre en lumière 2 projets. Alors Thomas Andréach, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes le directeur des opérations, ou tu es le directeur des opérations de WeTaker. Alors nous allons évoquer une plateforme qui s'appelle Les Bons Clics, qui est développée par WeTaker et qui connaît un franc succès en France. Alors de quoi s'agit-il et pourquoi elle répond à des enjeux forts aujourd'hui? Alors bonjour à tous. Alors effectivement, donc la plateforme Les Bons Clics, c'est déjà une plateforme gratuite et une plateforme qui a 2 fonctions principales. La première, c'est un centre de ressources sur les compétences numériques de base et sur les services numériques essentiels. Et la deuxième, c'est un espace d'échange, d'information, de dialogue qui est animé par nos soins sur la base des expertises et des méthodes qui sont développées sur les territoires. Alors quand on a fait Les Bons Clics, l'objectif, il était très clair, c'était d'amener l'inclusion numérique en hyper-proximité dans les lieux où sont les publics les plus en difficulté qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est-à-dire dans des CCAS, dans une agence Pôle emploi, dans une mission locale ou pourquoi pas même dans une antenne de la Croix-Rouge. Mais alors quand on dit ça, ça suppose de convaincre ces structures et ces acteurs de faire évoluer leur offre de service,
de faire évoluer leur méthode d'accompagnement. Ça a énormément de sens parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autonomie sociale sans autonomie numérique, mais comme toute transformation, ça suppose d'être accompagné, d'être guidé. Donc on a fait le choix avec les bons clics d'aller chercher l'adhésion de ces acteurs et on le fait de plusieurs manières. La première, c'est une démarche de sensibilisation. J'aurai l'occasion de vous présenter notre média tout à l'heure, qui a vocation à donner envie de s'y mettre. La deuxième chose, c'est le développement de contenus qui sont très modulaires et qui vont s'adapter à des situations très différentes. Parce que chaque structure, chaque contexte est spécifique. Il y a d'abord une spécificité des publics. On a parlé tout à l'heure des jeunes demandeurs d'emploi qu'on ne va pas accompagner de la même manière que des personnes âgées qui sont en recherche de lien social ou que des parents qui cherchent à suivre la scolarité de leurs enfants. Spécificité de lieu et d'aidants ensuite. On ne fera jamais la même chose dans un CCAS que dans une médiathèque ou que dans une agence Pôle emploi. Et du coup, il faut s'adapter à ces différents contextes locaux. Et troisième élément, c'est de proposer des expériences d'accompagnement et des expériences d'apprentissage qui soient riches et conviviales, parce que si on passe un bon moment, on y reviendra beaucoup plus facilement et vous verrez comment on fait ensuite. Alors aujourd'hui, cette plateforme et ses partis pris, ils ont fait leurs preuves puisqu'on a plus de 35 000 aidants qui sont inscrits sur la plateforme. C'est 650 de plus chaque semaine et c'est surtout 2 fois plus que l'année dernière. Donc on voit bien la dynamique qui est en œuvre. Et quand on regarde la dichotomie des structures qui sont représentées, on va retrouver 30% d'associations, on retrouve plus de 1300 CCAS ou services communaux, plus de 700 centres sociaux et plus de 400 missions locales, par exemple. Donc on voit bien que ce sont ces acteurs en première ligne qui intègrent progressivement le sujet du numérique à leur accompagnement. Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils y trouvent sur la plateforme Les Bons Clics ? La première chose, c'est qu'ils y trouvent des petits outils de diagnostic. C'est pour nous le premier niveau de l'accompagnement numérique, c'est d'engager un dialogue en 10 minutes avec l'usager et de pouvoir le sensibiliser à ces questions et de le positionner sur une offre de service qui peut être de l'assistance, de la formation et du coup de pouce. Et on reparlera des parcours tout à l'heure. Deuxième élément, c'est une cartographie des lieux d'inclusion numérique. Nicolas Turca parlait tout à l'heure de la notion de parcours et d'orientation. Donc vous pouvez trouver sur cette cartographie 10 000 structures qui sont référencées. Soit ce sont des structures qui se sont spontanément référencées et qui ont décrit leur offre de service, soit vous avez des collectivités qui se sont saisies de l'outil et qui ont fait un travail spécifique avec les structures de leur territoire de référencement pour pouvoir justement travailler sur ces parcours et sur ces collaborations. Troisième élément, vous trouvez dans la plateforme une banque de ressources pédagogiques. Donc vous avez des contenus sur les compétences numériques de base, sur l'accès à l'emploi à l'ère du numérique, sur l'accompagnement budgétaire à l'ère du numérique. Ces contenus, ils ont différents formats, des fiches pratiques, des exercices interactifs, des trames d'animation. On en a plus d'une centaine. Ça permet de faire des accompagnements individuels ou des accompagnements collectifs. Et ça permet d'accompagner en 15 minutes ou en 40 heures selon la structure et le temps disponible pour l'aidant. Voilà, donc au-delà de ce centre de ressources, je vous disais en introduction qu'on a une dimension animation sur la plateforme. Donc on propose cet espace d'échange, de dialogue pour les aidants numériques et c'est avant tout un espace de formation. On a eu la chance d'être soutenu par le ministère des Solidarités dans le cadre de France Relance, ce qui nous permet de lancer des classes virtuelles qu'on a lancées il y a 1 mois et demi. Alors ces classes virtuelles, ce sont des temps d'une demi-journée qui sont en distanciel, donc entièrement numérisés, et qui sont animés par nos consultants. C'est l'occasion de transmettre des informations, des bonnes pratiques pour l'accompagnement, mais c'est surtout l'occasion d'échanges et de dialogue entre des aidants qui viennent d'horizons très différents et qui vont pouvoir ainsi se partager des bonnes pratiques, des retours d'expérience, etc. On les a lancés il y a 1 mois et demi, on a déjà formé 163 personnes et on voit qu'il y a un engouement très important pour ces formations. 90% des gens qui y participent nous disent que ça les a mis en confiance dans le lancement d'une activité et c'est vraiment cette mise en confiance qu'on va chercher au travers de ces temps virtuels. Cette mise en confiance, on va la compléter par d'autres temps d'information ou de formation que vous trouvez dans la plateforme et qui vont permettre des allers-retours récurrents entre le terrain et les apprentissages. Vous trouvez par exemple tous les jours des webinaires sur différentes thématiques, sur l'accès à l'emploi à l'ère du numérique, sur les services numériques bancaires, sur les postures d'accompagnement. Vous trouvez un espace média qui est l'occasion de diffuser des retours d'expérience, des bonnes pratiques, des témoignages. Et tout cela est ensuite diffusé ou communiqué via des communications personnalisées aux différents aidants. Ce
ce que ça permet, du coup, hein, les bons clics, et vous allez voir s'afficher sur votre écran des témoignages d'utilisateurs et quelques chiffres, c'est vraiment de mettre en confiance et d'accompagner le lancement d'une activité d'inclusion numérique et d'intégrer progressivement cette activité à une activité d'accompagnement social traditionnelle. Et c'est ce que nous confirment les 2 témoignages qui sont affichés à l'écran. Merci Thomas. Donc on voit aujourd'hui qu'on peut dialoguer en ligne avec le monde social qui, on va dire, suite à 2 confinements, s'est réellement approprié ces moyens de communication. Maintenant, reste à bâtir effectivement l'offre de proximité et notamment celle qui va permettre d'aller chercher ces publics les plus éloignés. Monsieur Thio, comment est-ce que on peut faire? Comment ça se passe dans votre ville? Alors déjà, au sein de l'association Ville-de-France et de cette commission numérique, l'idée, c'est déjà de partager les bonnes pratiques, parce qu'il y a des degrés différents de maîtrise des outils numériques dans les villes. Et donc, l'objectif, c'est le plus possible de lisser par le haut et d'accompagner parfois des communes ou des intercommunalités qui ne sont pas parties toujours en même temps. Et donc, qu'on puisse après un peu proposer une offre qui soit homogène sur le territoire, dans nos communes, dans nos villes médianes. Sur la façon dont on va chercher les gens, elle est, encore une fois, on l'a revu, ça peut être par des tiers-lieux, ça peut être à Nevers, par exemple, le poste qu'on avait mis au CCAS, avant que des médiateurs numériques soient lancés par le plan France Relance, il y en avait déjà. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas juste de laisser les gens se débrouiller, c'est qu'ils reviennent 1 ou 2, 3 fois, le temps qu'il faudra, et après qu'ils sachent faire. Et je le vois avec la crise, on a prêté aussi beaucoup de matériel, donc ça a aidé aussi à une meilleure maîtrise des outils. Après, il faut mettre des choses à disposition. Encore une fois, ça dépend du degré d'investissement des collectivités, mais justement, avec Ville-de-France, ça nous permet d'essayer tous ensemble d'arriver à peu près à être au même niveau pour ceux qui en ont envie. Donc ça peut être dans les écoles, parce que c'est déjà une formation éducative, hein, vous l'avez dit aussi quelque part. Donc je le vois, par exemple, nous à Nevers, dès la 3e année de maternelle, on apprend le codage. Voilà, on met des kits robotiques éducatifs qui évoluent en fonction de l'âge, et avec des enseignants qui ont été formés, avec des tablettes aussi. L'idée, c'est pas de juste donner des tablettes aux enfants qui fassent ce qu'ils font chez soi sans forcément contrôle, c'est justement que ce soit un outil pédagogique supplémentaire. Donc ça, quelque part, c'est initier les jeunes au métier de demain. On dit qu'1 sur 2 n'existe pas. Donc il y aura toujours une fonction de codage à plus ou moins un degré important. Et donc on a ce centre de robotique en éducation et aussi en formation professionnelle. Ça, c'est l'autre volet que je voudrais mettre en place, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de métiers concernés, des gens qui n'ont pas fait de formation informatique, mais qui ont de plus en plus besoin de l'outil. Donc là, on va chercher sur l'aspect professionnel. Après, ça peut être aussi sur l'aspect culturel. Je le vois, moi, je suis parti dans un dispositif Microfolie, un certain nombre de membres de Ville-de-France aussi, c'est amener la culture par le numérique dans nos musées, dans nos théâtres, faire venir la Joconde, on ne la fera pas venir matériellement, mais on la fait venir virtuellement, avec une lecture adulte, une lecture enfant, et l'idée, c'est pas de remplacer, mais c'est de donner envie d'aller voir dans le vrai musée, quand les gens pourront aller au Louvre, la voir ou ailleurs. Et c'est aussi de la réalité augmentée, ou virtuelle en tout cas, d'aller visiter par exemple le château de Versailles, pas pour remplacer, se dire c'est bon, je l'ai vu, mais pour dire bah tiens, j'aimerais bien aller le voir. Donc c'est ça aussi une forme d'inclusion numérique par le biais de la culture. On l'a vu aussi par les centres communaux d'action sociale qui ont fait beaucoup de choses pour nos aînés, pour nos seniors. Et je le vois pendant la période de confinement. Moi, je travaille avec une société qui s'appelle Fingertips, qui a inventé un coussin connecté. Et pendant que ces personnes étaient privées de leur famille, eux, grâce à ce coussin connecté, pouvaient les voir autant de fois qu'ils voulaient par la télévision, sans fil. C'est un peu le doudou du senior, avec un petit coussin où on a ses photos, les musiques qu'on aime, des jeux. Et puis, on appelle sa famille quand on veut. On ne la dérange pas si elle est occupée, mais on lui laisse un petit message et elle vous rappelle. Et ces personnes pouvaient voir virtuellement leur famille tous les jours. Ça a été particulièrement apprécié et important. Donc voilà, et puis on parlait d'enseignement. Il y a les grandes écoles du numérique. Nous, à Nevers, on en a une qu'on avait inaugurée à l'époque avec Monia Majoubi. Donc c'est important parce que ça permet aussi de remettre des gens dans un circuit de formation et de trouver souvent des métiers dans lesquels il y a des besoins pour des personnes plus ou moins jeunes qui étaient sorties du circuit traditionnel, classique. Donc il faut aller chercher tout le monde quelque part. Et dans toutes nos politiques publiques, c'est ça qui n'est pas simple, mais c'est ça qui est intéressant. Je le vois aussi sur les mobilités. Si on veut emmener des gens à fréquenter davantage les réseaux de transport en commun, c'est plus d'informations. C'est des applications toutes simples. Et vous voyez, en tant que maire, quand je fais des réunions publiques, par exemple, on a Nevers Agglo dans ma poche, qui est avec Orange, mais qu'on a
particulièrement évolué. Une seule entrée, je voulais une seule entrée parce qu'on a tous plein d'icônes sur nos téléphones dont on ne se sert pas. Et puis après, on va chercher les briques qu'on veut, puis on enlève. On en met une pendant le Covid, on enlève après, sur les transports, sur le stationnement, tout ça, pour plus chercher de stationnement dans les rues qui sont déjà occupées. Enfin, c'est des choses intelligentes au service de tout un chacun qui fait gagner du temps qui font gagner du temps au quotidien. Et donc, je le dis ça parce qu'aujourd'hui, cette application, elle est gratuite et dans l'absolu, quels que soient les moyens dont on dispose, on peut l'avoir. Et donc, c'est une façon aussi de s'initier à aller chercher les outils du quotidien. Donc, vous voyez, la façon dont on va chercher les gens, je le disais, c'est physiquement pour aller jusqu'à chez eux, pour ceux qui ont du mal à se déplacer, et les former, qu'après, ils soient autonomes, parfois dans un manque d'autonomie physique, mais qu'ils soient autonomes derrière un écran pour faire leur démarche. Aujourd'hui, on le sait très bien, au niveau de la CAF, au niveau de la CPM, au niveau de plein de choses. Et donc, voilà, ça peut être physique, puis ça peut être donner des outils pour que les gens s'en emparent, et puis en étant formés, en étant accompagnés partout. Par contre, il faut le faire dans tous les quartiers, de façon équilibrée. Pour moi, il n'y a pas une ville et ses quartiers annexes, il y a une ville avec ses quartiers. Le centre-ville, c'est le centre du camembert, hein, si on raisonne intelligemment. Et donc, voilà, ça peut être sous pas mal d'axes, mais tout ça, il faut aussi que les villes aient les outils, et je le dis, on a des opérateurs qui avancent plus ou moins vite sur le déploiement de la fibre, par exemple. C'est essentiel que notre territoire soit équilibrement fibré. Je travaille aussi à Île-de-France dans le comité de transparence 5G, et le déploiement des 25% de zones peu denses est important. Parce qu'on a trop considéré qu'une partie de la France, elle aurait tout ça plus tard. Il faut l'avoir en même temps. Et donc, je pense que la 5G est un outil intéressant. Pour l'instant, on est sur la 5G téléphonie, mais à terme, il y aura la 5G sur d'autres usages. Et donc, il faut montrer qu'il n'y a personne qui soit exclu déjà sur le territoire, et après, à nous de jouer en tant qu'élus locaux pour n'oublier personne dans notre population. Et donc, aujourd'hui, dès que je fais une réunion publique, je refais une démonstration de l'application, et les gens, je leur dis gentiment, sortez votre téléphone, vous l'avez toujours pas, c'est pas bien, et ils téléchargent en 5 secondes, et après, ils découvrent que tout ce qu'ils pensaient ne pas savoir, ils l'ont à portée de main, et vraiment très simplement. Je vous donne ces exemples concrets, mais évidemment, on en parle rapidement, ça n'est pas si simple à mettre en place que ça, parce qu'il y a des gens aussi qui sont parfois en difficulté pour s'inscrire dans ce dispositif. Mais malgré tout, on sait qu'il y a, Caroline Cayeux l'a rappelé, il y a toute une frange de la population qui se sent vraiment à côté de tout cela. Donc on a vraiment un rôle tous ensemble pour réaliser cette inclusion et donc réduire cette fracture. Mais bon, on n'est pas des chirurgiens, mais en tout cas, on est des accompagnateurs d'aller dans ce sens. Et donc, je pense qu'un certain nombre de mesures qui sont prises démontrent que les gens qui ne maîtrisent pas, ils ne sont pas hostiles à ça. Ils ont juste besoin d'être rassurés, parce que des fois, ça fait peur, et ils ont juste besoin d'être pris en main par les élus, par les enseignants, par les encadrants dans les tiers-lieux, etc. Donc voilà, pour moi, c'est un challenge qui peut être relevé. Très bien, pas d'hostilité, mais un enjeu de trouver les bonnes motivations chez les personnes. Oui, tout à fait. Très bien. Nous allons repartir dans une deuxième illustration, et nous devrions être en lien en visio avec Laurence Lefebvre, qui est responsable du service emploi de la ville du PEC. Je vous vois. Bonjour, vous m'entendez ? Bonjour, je vous entends parfaitement. Très bien. Du coup, racontez-nous votre projet. Voilà. À qui s'adresse-t-il ? Et puis aussi, quel lien il peut avoir avec, ou quelle intégration avec les autres services de la ville ? Merci de m'accueillir avant tout. Alors effectivement, en qualité de responsable du service emploi, j'accompagnais les demandeurs d'emploi de la ville, inscrits ou non à Pôle emploi d'ailleurs, dans leur démarche ou dans leurs problématiques liées à l'emploi. Et puis avec l'évolution de Pôle emploi, et particulièrement, ça a vraiment commencé quand les offres d'emploi n'étaient plus affichées dans les agences, eh bien, nous avons commencé à développer des ateliers informatiques à l'époque pour permettre aux gens de se familiariser, d'intégrer l'informatique, le numérique dans leur démarche. Et en fait, c'était le fameux atelier du vendredi matin qui est devenu mon petit laboratoire. Et de là, avec l'évolution, parce qu'on a eu l'évolution liée à la problématique de l'équipement, mais les équipements ont évolué. C'était d'abord l'ordinateur, c'est ensuite les tablettes ou le smartphone. Et à chaque fois, il faut accompagner les gens. Et donc, en qualité le fait d'être un service de proximité permet voilà, on est le premier maillon. Les gens connaissent leur mairie, viennent au service municipal qui vient complément des dispositifs institutionnels. Et puis, au fil des années,
j'ai développé des ateliers plus smartphone pour les demandeurs d'emploi. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que je suis située juste à côté du CCAS, qui était de plus en plus sollicité par des questions de la part de nos seniors, donc des demandes, alors soit par envie, soit par curiosité, pour garder le lien avec la famille, par exemple, les gens en difficulté générale, on va dire, puis les travailleurs sociaux qui viennent faire des permanences en nos locaux, qui sont de plus en plus sollicités pour d'aide aux démarches en ligne. Et donc l'idée a émergé de regrouper toutes ces activités recentrées sur un espace dédié au sein de la mairie. Et ainsi est né l'espace numérique qui regroupait toutes les activités que les uns et les autres nous pouvions déjà dispenser. Voilà. Et donc, l'idée a été de lancer l'opération, de rationaliser dans un même endroit pour nos publics, les publics que nous connaissions déjà, donc les gens qui fréquentaient le CCAS, les gens qui fréquentent le service emploi, les gens en institution socio-professionnelle, pas que professionnelle, et d'aider. Donc, J'avais des une petite permanences d'aide aux question, démarches. si Oui. si vous permettez, parce qu'on n'a évidemment pas tout le temps qu'on aimerait avoir. Oh non, oui. Qui sont les gens qui viennent aider les publics dans ce lieu? Alors, à la base, il y a les agents du CCAS qui font certaines aides en direct. Hein. Forcément, tout a changé avec les différents confinements, etc. Hormis le premier confinement où les lieux étaient fermés, depuis, dans les mairies, on a toujours été présents et on a fonctionné sur rendez-vous. Donc, on a pu accueillir les gens qui avaient besoin. Et au sein de l'espace numérique, nous avons sollicité des bénévoles. Alors, des bénévoles qui accompagnaient déjà dans le cadre de l'accompagnement à l'emploi. Nous avons renforcé l'équipe en faisant appel à des bénévoles, donc des gens de la ville qui souhaitaient s'investir auprès de leurs concitoyens et de leur apporter de l'aide. Donc, ce service-là, c'était pour l'aide aux démarches en ligne et pour fédérer un petit peu cette équipe, puisque nous avions quasiment une dizaine de personnes. Nous avons fait appel à We Take Care et nous avons informé nos bénévoles pour qu'ils soient capables de détecter la précarité numérique et d'apporter de l'aide et d'essayer de construire des parcours. En tout cas, bon, les choses ont un petit peu été ralenties par les événements sanitaires, mais c'est l'idée que nous avons de recréer des parcours et de créer des nouvelles activités qui seront pour certaines portées par les bénévoles. Et alors, ce lien là sur un même lieu, pour un même service entre des bénévoles et des professionnels du social, comment ça se passe? Très bien, très bien. Très bien. Alors, il faut construire l'équipe et l'homogénéité, etc. Mais en fait, il faut que tout le monde y trouve son compte. Donc, l'idée, c'est de savoir aussi ce que souhaite le bénévole. Est-ce qu'il est plus à l'aise sur tel type d'activité, sur tel type d'aide à apporter à l'autre? Donc, certains seront plus à l'aise pour animer un atelier d'information générale. D'autres seront plus à l'aise sur l'accompagnement à des démarches administratives. On a par exemple eu la chance de repérer une bénévole qui avait fait sa carrière à la caisse d'allocation familiale. Alors effectivement, quand on a pu la rencontrer et lui proposer de nous rejoindre, on s'était dit qu'on pourrait la solliciter si il y avait des questions par rapport à l'utilisation du site de la CAF. Il ne s'agit pas de ne pas respecter le parcours et ce qu'il convient de faire pour la CAF, mais de décoder, parce que la difficulté pour les gens qui ont du mal, c'est aussi tous ces langages administratifs. Et ce n'est pas toujours simple quand on cumule les difficultés, que ce soit la maîtrise de la langue française, j'ai oublié d'en parler, la maîtrise de la langue française et la maîtrise du langage numérique, ça fait beaucoup pour certaines personnes qui ne sont pas à l'aise. Aujourd'hui, je crois que de la fracture liée à l'équipement où les gens non équipés, on est passé au mésusage. Et l'humain a toute son importance, et comme tout service de proximité, une mairie est là pour cela, de remettre de l'humain dans l'accompagnement numérique, si je puis dire. Et parfois, on n'a pas forcément la solution, mais le fait de voir
un humain qui lui-même a des doutes parfois face à une démarche, rassure beaucoup nos administrés et peuvent leur donner envie ensuite d'apprendre, Très de bien. mettre du plaisir. Un immense merci, Madame Lefebvre, pour votre témoignage. Et on a bien noté, voilà, et c'est bien sûr qu'il y a un service qui doit être professionnel, mais il y a une dimension humaine qui est déterminante, notamment quand on s'adresse Déterminante. à des publics Tout qui à fait. vivent forcément Voilà. pas très bien cette difficulté à l'appréhension Complètement. du numérique. Vous vouliez dire un mot? Les bons clics Écoutez, permet d'aborder de façon ludique les choses. merci beaucoup pour cette promotion des bons clics. Merci à vous. Claire Verset, concernant les acteurs privés, alors ces opérateurs nationaux, dans le fond, comment est-ce qu'ils trouvent leur place en proximité? Alors, on l'a dit tout à l'heure, ce sont environ 13 millions de personnes qui sont exclues du numérique. Donc, on est face à un défi absolument colossal qu'on ne va pas relever tout seul et qu'on ne relèvera que tous ensemble. Je pense qu'on en est tous convaincus aujourd'hui autour de cette table. Quand je dis ensemble, ça veut dire les entreprises, ça veut dire les associations comme Emmaüs Connect ou We Take Care, ça veut dire les collectivités locales, bien sûr, et les acteurs de terrain, on l'a vu, comme Pôle emploi. Nous, chez SFR, c'est une problématique sur laquelle on travaille au quotidien. Monsieur le maire parlait tout à l'heure du déploiement de la fibre. Donc, vous le savez, SFR déploie la fibre de manière massive. Quand on déploie la fibre dans le cadre d'une délégation de service public, eh bien, donc non seulement on apporte du réseau à nos concitoyens, mais en plus, il y a un fonds dans cette délégation de service public qui est dédié à l'inclusion numérique. Je pense un exemple très concret, dans les Pyrénées-Atlantiques, le fonds a permis de mettre en place, en lien avec le département et avec l'État, le pass numérique. Il a permis de mettre en place un réseau d'aidants numériques. Il a permis de procéder à une identification des besoins, donc de mettre en place tout un éventail d'actions au service de l'inclusion numérique. Donc toujours avec ces deux briques, déploiement du réseau, et ensuite on aide les gens à s'approprier les usages. Donc on voit bien que les acteurs privés et les opérateurs télécoms en particulier ont un rôle très important à jouer dans ce domaine. Je vais prendre un autre exemple très concret pour vous montrer qu'en fait, c'est vraiment en partenariat que ça marchera et qu'on fait les choses. Pendant le premier confinement, chez la Fondation SFR, on s'est mis à recevoir des dizaines de messages des foyers d'aide sociale à l'enfance. Et j'avoue qu'on n'avait pas identifié cette cible. Et en fait, ils n'avaient pas suffisamment de réseau pour que les enfants des foyers puissent suivre leurs cours en ligne. Donc, interpellée par le nombre de demandes, je me suis dit, bon, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Chez SFR, on s'est tous dit collectivement, il faut agir. Nous, on a le matériel, mais après, on n'a pas le lien avec les foyers. Donc, on a contacté le ministère en charge de l'enfance, on a contacté Adrien Taquet, et on a mis en place un partenariat très rapidement. En 48 heures, c'était fait. Nous, on a porté l'équipement et la connexion. Le ministère, lui, s'est occupé de faire la distribution du matériel auprès des foyers qui en avaient besoin. Et ça nous a permis d'équiper en l'espace de 10 jours tous les foyers de l'aide sociale à l'enfance qui en avaient besoin. Et je trouve que c'est un exemple qui est très parlant, puisqu'il montre bien que les partenariats publics-privés, ça marche, et qu'on est capable de faire ensemble des choses extrêmement utiles et efficaces, puisqu'on a fait ça quand même dans un délai record. Donc, les opérateurs télécoms et les acteurs privés ont toute leur place, évidemment, dans la lutte contre l'exclusion numérique. Merci. Nous avons parlé des publics, nous avons parlé des lieux, nous avons évoqué des solutions. On peut se réjouir de la massification des dispositifs d'inclusion numérique. Se pose désormais l'enjeu de l'impact et de la donnée. Donc, pour illustrer ces enjeux ou la valeur de ces données, Thomas, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que l'on peut faire avec les bons clics, qui est une plateforme en ligne et donc qui permet de capter un certain nombre de données?
Alors, vous l'avez compris dans la présentation tout à l'heure, de nombreux aidants utilisent la plateforme Les Bons Clics au quotidien. Ça nourrit chez nous ce qu'on appelle en interne l'observatoire de l'inclusion numérique. Et vous le voyez normalement s'afficher à l'écran, on a un tableau de bord qui va nous donner une idée relativement précise de ce qui se passe, à quel endroit et pour quel public. On va observer à différentes échelles territoriales, par exemple, les acteurs qui sont impliqués sur de l'inclusion numérique. On va voir le nombre de personnes qui est touché, on va avoir une idée du maillage territorial. Monsieur Thuriot en parlait tout à l'heure, de cette exigence de savoir où se produit l'inclusion numérique et de couvrir l'ensemble du territoire, que ce soit le centre-ville ou les quartiers, ou encore la nature des publics. Alors peut-être, à titre d'exemple, on travaille avec la région Île-de-France et on s'est aperçu qu'en proportion, par rapport à d'autres régions, il y avait moins de CCAS impliqués sur le sujet que dans d'autres territoires. Ça nous a permis de déterminer une stratégie de sensibilisation, d'acquisition spécifique pour les CCAS. On a fait une conférence, on a invité un CCAS qui était en pointe sur le sujet à témoigner, etc. Et ça a donné envie à des CCAS franciliens de s'y mettre à leur tour et de s'investir. Autre exemple, on va être capable sur un territoire d'observer en fonction des structures qui sont investies, quels sont les publics qui sont touchés. On va voir que dans certains territoires, on a beaucoup de structures engagées auprès des personnes âgées qui vont être impliquées, dans d'autres peut-être des jeunes et dans d'autres peut-être justement des demandeurs d'emploi ou des organismes de formation. Et ça va nous permettre d'orienter les politiques publiques en fonction de ces données. Donc là-dessus, nous, on a donc cet observatoire qui est développé et on invite les collectivités, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui, à nous contacter si elles désirent aussi travailler sur ces dimensions-là. On est disponible pour en discuter et pour mettre à disposition ces informations. Merci Thomas. Monsieur Thuriot, la donnée est-elle clé dans le pilotage des politiques d'inclusion numérique en proximité à l'échelle territoriale ? La donnée est cruciale et c'est un enjeu considérable aujourd'hui, économique, informatif, d'adaptation de nos politiques publiques. À Île-de-France, on s'y intéresse beaucoup parce qu'il y a deux volets et l'avocat que je suis est partagé entre collecter des données qui nous sont utiles et en même temps respecter la vie privée. Bon, en même temps, on est dans une société souvent schizophrénique dans beaucoup de domaines, mais quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez des tas de gens qui donnent des données. Si vous leur demandez directement, ils considéreront que c'est une atteinte à leur vie privée. Par contre, si vous voulez faire un divorce aujourd'hui, vous allez voir ce que fait la partie adverse sur les réseaux sociaux. Vous avez tout ce que vous voulez à peu près. Je tire un peu le trait, mais c'est ça l'idée. Donc voilà, après, chacun est libre finalement de dire ce qu'il veut là où il veut. Mais c'est plus sournois, on va dire, dans l'informatique où vous pouvez rapidement aussi avoir une atteinte à votre vie privée. Donc évidemment, on doit se pencher sur cette donnée qui pour nous est utile, mais la donnée est utile. Alors il y a plusieurs façons de voir les choses. Tout d'abord, il y a l'open data, donc ouvrir nos données. Mais trop de données, tu l'as donné. Donc, il faut savoir ce qu'on redonne aux gens parce que c'est redonner la donnée quelque part. Je le vois, par exemple, sur des applications intéressantes telles que l'évaluation énergétique des bâtiments. Nous, on le fait depuis longtemps par voie aérienne. Je trouve que c'est intéressant que quelqu'un puisse aller, qui a envie d'acheter un bien, une maison, puisse aller voir justement aussi les données que nous, on a collectées, par exemple, au sein d'une agglomération sur la qualité énergétique d'un bien, même si maintenant, on peut l'avoir aussi par les actes notariés dans les études, les diagnostics qui sont demandés. Mais voilà, je pense que ça, c'est un exemple concret d'une solution intéressante de partager la donnée avec nos concitoyens. Et puis, tout le monde développe aussi en ce moment des applications citoyennes qui nous permettent aussi de solliciter nos concitoyens quand on en a besoin sur certains projets, d'avoir des retours de ceux qui veulent participer. Ça peut être sur la mise en place de la vidéoprotection, ça peut être sur l'aménagement d'un quartier, ça peut être sur un équipement. Donc finalement, on partage un peu nous ce qu'on veut faire dans la mesure des marchés publics aussi, parce qu'on ne peut pas tout donner non plus. Et ça nous permet aussi d'avoir des retours. On peut avoir des questionnaires un peu ciblés pour savoir ce qu'attendent les gens, en plus des réunions publiques, parce qu'il ne s'agit pas de remplacer le contact humain quand on peut le faire. Ensuite, il y a un enjeu de mailler le territoire sur la maîtrise de la donnée, notamment par des data centers de proximité. Et je pense que c'est important, on y est encouragé, les régions en sont conscientes, y compris avec le déploiement des véhicules autonomes aussi, où il y aura besoin de pouvoir guider ces véhicules sur des
des périmètres d'à peu près 100 km. Donc on a besoin de data centers. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, quand on va un peu benchmarker, comme on dit, et les entreprises, et aussi interroger nos citoyens, en plus, quand ces data centers ont parfois un agrément santé, ça les rassure de savoir que ces données vont être sur le territoire et non pas à l'autre bout du monde, ce qui, dans l'absolu, ne change rien pour les traiter. Mais ça rassure de pouvoir aller voir ces baies, pourquoi pas. Et il y a des data centers aussi qui deviennent des lieux de vie, etc., mais qui conservent la donnée. Et donc, ça rassure les gens de savoir qu'elles sont à proximité et à portée de main, si je puis dire. Après, sur la mobilité aussi, ça a été intéressant pour nous. Par exemple, moi, je vois à Nevers, on a travaillé par partenariat avec le Québec, une société québécoise qui s'appelle Netlift, qui nous a permis, par exemple, pour le nombre de véhicules en transport en commun à remettre avec des jauges, de savoir combien il en fallait pour tel parcours, combien les gens réutilisaient les transports en commun, mailler aussi, tout en respectant l'anonymat des gens, le covoiturage. On arrive à identifier, par exemple, sur un périmètre de 100-150 mètres, combien il y a de gens qui partent à peu près à la même heure et qui vont à peu près au même point. Et donc ça veut dire qu'on peut essayer de faire du covoiturage de courte distance ensemble. Et donc c'est intéressant. Ça a été aussi, en ce moment, si je prends l'exemple de Nevers, par exemple, avec Colas, c'est aussi développé à Nantes et à Cannes. On a des passages piétons intelligents qui essayent d'orienter le piéton, qui aussi améliorent la sécurité routière. Et donc, pendant 2 ans, on expérimente. C'est-à-dire qu'on collecte des données de comment se comportent les gens, on les fait évoluer et on teste. Et donc, voilà, c'est une façon aussi d'améliorer, vous voyez, des tas de politiques publiques à partir du moment où c'est traité intelligemment et en respect de la vie privée. Mais je dirais plus largement que d'ailleurs, le numérique, c'est de la formation permanente pour tout le monde. Pour nous élus, ça nous permet de voir justement, dans quelle direction on va. Ça nous permet aussi d'évaluer nos politiques publiques. Aujourd'hui, on ne peut plus lancer des politiques publiques en se disant on verra bien si c'est intéressant ou pas. Alors, on peut avoir un ressenti. Évidemment, quand on est élu, on l'a forcément, et notamment en lien avec sa population. Mais au-delà de cela, sur le plan technique, ça nous permet, avec des outils, justement, d'évaluer et de voir comment nos politiques publiques portent, si elles sont, conviennent au plus grand nombre ou s'il faut faire des corrections pendant un mandat. Et puis, ça nous permet aussi, par le déploiement du territoire intelligent, mais je le dis toujours, un territoire est intelligent s'il y a des gens intelligents dessus. Et donc, évidemment qu'il y en a, et c'est principalement la nature humaine d'être intelligente. C'est pour ça qu'à nous aussi élus, de faire la chasse aux gadgets et de fournir du numérique qui serve au quotidien. Ça, on est vraiment attentif. Je le vois, on a créé le CIVIM, le Sommet international de l'innovation en ville médiane, pour montrer que dans nos territoires médians, entre les métropoles, avec qui nous ne sommes pas en combat avec Île-de-France, pas du tout, et les campagnes, il y a aussi ces villes médianes qui cumulent plus d'habitants que les métropoles réunies. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'on n'a pas ce sentiment-là, comme c'est assez étalé. Et donc, il en faut aussi pour tout le monde, et pour les zones rurales aussi, notamment avec le plan Petite Ville de demain que porte le gouvernement. Donc ce CIVIM, aujourd'hui, c'est un peu le Ville-de-France est partenaire, ce salon que j'ai créé avec le Québec, 1 an sur 2 au Québec et 1 an sur 2 en France. Pourquoi je vous en parle? Parce que ça permet de montrer des technologies nouvelles, et les gens sont toujours intéressés par l'innovation, mais ça permet aussi, notamment par une journée grand public, de recevoir des grands-parents, des petits-enfants, et de voir ce qui intéresse. Et souvent, ce qui intéresse, c'est pas forcément ce qui est visible. C'est par exemple les capteurs dans les réseaux d'eau qui nous permettent d'économiser 50% de l'eau qui était gaspillée. Aujourd'hui, l'eau de l'hiver doit être l'eau de l'été. Et donc, voilà, ça nous permet de sentir les choses et d'évaluer ce que l'on fait ou ce que l'on veut faire, s'il y a une adhésion du public, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'être trop en avance, il ne s'agit pas non plus, parce que là, on accentuera la fracture numérique et on ne sera pas compris et les gens se sentiront un peu dépassés par ce qu'on porte. Donc, il faut qu'on soit parfois un peu en avance pour emmener les gens, c'est notre rôle d'élu, mais il faut aussi qu'on sente qu'il y a une adéquation quand même avec ce que l'on veut porter. Donc voilà, les données sont cruciales, sont essentielles. Et puis l'aspect économique, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais évidemment, ça a été exacerbé par la crise que l'on connaît. Mais le e-commerce, par exemple, nous à Nevers, ça fait longtemps qu'on finance un contrat d'apprentissage au sein de l'association des commerçants de l'agglomération qui initie des commerçants qui ne se sont pas mis sur le e-commerce. Alors, le e-commerce, pas la panacée de tout, hein, ça ne fait pas forcément le résultat d'un commerce au total, mais ne pas y être aujourd'hui est un handicap. Donc, vous voyez, ça nous permet aussi de savoir combien il y a de commerçants qui seront concernés. Et puis, je le vois, par exemple, on va rénover à Nevers la zone piétonne, on va mettre des capteurs, parce qu'il faut savoir quand est-ce que les gens viennent. Ça, c'est intelligent pour savoir quand est-ce que le commerçant doit ouvrir. Est-ce qu'il doit plutôt ouvrir en décalé, ouvrir à 9h du matin en zone piétonne dans des villes comme les nôtres? Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux rester ouvert entre midi et 2, un peu plus tard le soir, après les journées de travail des gens? Donc voilà, ces retours-là, ils servent à tous si on les maîtrise bien, si on les collecte intelligemment, si on le fait, encore une fois, dans le respect de la vie privée. C'est le cas de la vidéoprotection. Hein. On vient de lancer, par exemple, à Nevers, un comité d'éthique de la vidéoprotection, avec une charte d'éthique, avec le respect, la possibilité d'accéder à ces données si on est filmé pendant 21 jours. Donc voilà, tout ça, c'est de nature à
augmenter l'innovation technologique, mais en même temps à rassurer. Et la donnée, il ne faut pas que nos concitoyens croient qu'on en fait justement des mauvais usages, mais on en a besoin dans leur intérêt, parce que plus on peut avoir une gestion fine, plus on peut même avoir une gestion fine aujourd'hui comme l'éclairage intelligent par rue, même par candélabre, on peut avoir une gestion fine par quartier, par sous-quartier, par rue, de tas de choses, de ce qui se voit comme de ce qu'on peut mettre en place pour tel type de population à tel endroit. Très bien. La ville intelligente qui sait, on va dire, faire la pédagogie pour avoir, on va dire, des habitants intelligents, entre guillemets. Exactement. Et puis qu'on ne se dise pas on lance, puis on verra à la fin du mandat. C'est tout au long d'un mandat pour nous élus de s'assurer que justement on s'inclut bien dans ce qu'attendent les gens, c'est le cas de le dire, et puis que les gens se rejoignent aussi à travers ça. Et ça, justement, par les données, ça nous permet de voir si on est en synergie et en symbiose, si je puis dire. Très bien. Nicolas Turca, la Banque des Territoires est très impliquée sur des dispositifs dans les territoires. Quelle est votre vision de l'enjeu des données et de la consolidation aussi des données? On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en cohérence pour pouvoir mieux piloter demain nos stratégies? Alors en effet, la Banque des Territoires opère les deux grands dispositifs, le dispositif France Service, le dispositif des conseillers numériques aux côtés de la NCT ou pour la NCT, selon les dispositifs. Il y a trois grands usages qui viennent d'être décrits de la donnée, qui est la question du pilotage, de l'évaluation, évidemment. Enfin, c'est quelque chose qui est aujourd'hui un standard. Il y a la question de l'anticipation et à apporter plus de valeur, peut-être rediriger, animer, en disant attention, là, il se passe des choses à tel endroit. Voilà. Puis il y a la question de la priorisation après de la politique publique, de se redire comment est-ce qu'on fait évoluer la politique publique pour avoir du décisionnel et être capable d'orienter. Donc nous, aujourd'hui, il y a la question, qui a été expliquée tout à l'heure autour des bons clics, la question de la cartographie des lieux. Où sont les lieux? Déjà, c'est toute une affaire. Il faut savoir aujourd'hui qu'un kebab ou un commerçant est mieux référencé sur des outils grand public de type GAFAM qu'aujourd'hui des lieux de médiation numérique. C'est plus facile de trouver ces choses-là parce que c'est plus grand public. Vrai sujet, vrai premier sujet. Deuxième sujet, la question des services qu'on y délivre à l'intérieur. On a dit qu'il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup donc de services différents, de premier niveau, de niveau de bout en bout, des choses comme ça. En France Service, vous pouvez faire vos démarches administratives sur les 9 principaux opérateurs de bout en bout. Ça, il faut le savoir. Tout le monde ne le sait pas. Voilà. Un conseiller numérique fera des offres de formation, par exemple. On ne le sait pas forcément. Alors qu'un aidant numérique lambda qu'on peut trouver en service civique, par exemple, aura peut-être un premier niveau de service d'accompagnement pour trouver son mot de passe ou retrouver son mot de passe ou trouver son identifiant ou des choses comme ça. Et puis enfin, il y a la question des usages et de la qualité de service. C'est un sujet, j'allais dire un peu tabou, mais sur l'impact, sur les politiques publiques. Mais c'est quelque chose de central. La Banque des Territoires, notamment, déploie des bornes qualité de service. C'est quelque chose de très banal que je raconte pour, j'allais dire, la SNCF, la Poste ou d'autres grands opérateurs publics. Mais c'est une première dans cette politique publique de déployer des bornes qualité de service. Et ça tombe bien, 92% des gens actuellement sont satisfaits par les France Services. Donc pour l'instant, tout va bien. Néanmoins, c'est important de remonter ces données, de les localiser, d'en bien comprendre les usages. Lorsqu'on... Là, par exemple, on vient de déployer les conseillers numériques. On est en train de déployer les conseillers numériques. Je rappelle, 4000 conseillers, 2600 qui sont déjà recrutés, 600 qui sont déjà sur le terrain. Il y a déjà, et ça démarre très fort, il y a déjà presque 42 000 actes qui ont été générés en moins d'un mois et demi. D'accord ? On est en train d'analyser avec la NCT ce qui est en train de se passer concrètement, finement, ce que sont en train de faire ces conseillers numériques. Les France Service, c'est pareil. On est en train de s'apercevoir, par exemple, dans l'analyse longitudinale ces 2 dernières années, en fait, il y a un changement d'usage des France Service qui est en train de s'opérer au profit de services plus essentiels, plus territoriaux, des services de proximité. Monsieur le maire en a parlé, des services d'éducation, des services autour de la question de l'URSSAF, autour de ces sujets-là, qui sont des services en très grande proximité. Donc c'est intéressant de voir et d'en tirer des conséquences, j'espère, et pour faire évoluer la politique publique. Puis enfin, juste, je veux dire un mot sur la donnée, parce que ça, c'est la donnée sur l'offre. Il y a la donnée sur la demande, pour bien comprendre. On en a parlé tout à l'heure sur les études un peu grand public. On génère aussi, que ce soit les bons clics à travers les questionnaires d'identification ou que ce soit France Service, des questionnaires de positionnement de maturité numérique des Françaises et des Français. Il y a la question de l'indice de fragilité numérique. On est partenaire, nous, avec la MENNUM, de cet indice qui aujourd'hui définit et permet de travailler justement sur un indice de fragilité numérique à l'échelle d'un territoire. C'est quelque chose d'intéressant comme décisionnel et qui devra, j'espère, alimenter des schémas directeurs
d'accessibilité qui sont souvent pilotés par les préfets et les conseils généraux, départementaux, qui pour le coup, j'espère, ne seront plus en PDF, seront sous un format exploitable pour l'ensemble de nos concitoyens de manière plus précise. Voilà. Et puis, juste, je le dis, mais il y a le lien entre l'offre et la demande. Et le lien entre l'offre et la demande, il y a peu d'outils qui mesurent aujourd'hui le fait que vous redirigiez un de vos concitoyens vers un endroit. Il y a le pass numérique, haptique, qui sert à ça justement, à suivre et à tracer l'usage d'un point A à un point B. Mais c'est des choses qui sont encore rares, on en a parlé tout à l'heure dans les Pyrénées-Atlantiques. Sur l'URSSAF, je suis plus réservé, parce que si vous ne trouvez pas l'URSSAF vous retrouvera tout. Oui. Si vous me permettez un ajout sur, on n'en a pas parlé, mais sur les conseillers numériques, ce qui est intéressant, c'est que c'est une démarche aussi d'inclure de nouveaux métiers quelque part. Et les conseillers numériques ont été des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes à la base, mais qui ont été formés pour former d'autres. Donc je trouve la démarche aussi très, très intéressante et assez vertueuse finalement. Très bien. Écoutez, il nous reste 2 minutes. Ce que je vous propose, c'est un petit mot de conclusion, alors du coup, très concis de chacun. Claire. Alors, en 30 secondes, même pas. Donc, inclusion numérique, c'est un défi collectif. Donc, la solution ne sera que collective, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment ensemble, associations, entreprises, collectivités locales, acteurs de terrain, que nous pourrons relever ce défi. La solution ne peut être que collective. Voilà. Thomas ? Peut-être dire que l'objectif maintenant, c'est de s'intégrer encore plus profondément dans les différents métiers de l'action sociale, que ce soit de l'accompagnement budgétaire, de l'insertion professionnelle ou de l'accès aux droits, mais que l'inclusion numérique ne soit pleinement intégrée dans le quotidien de ces aidants. Oui, l'accès au droit, c'est bien d'aller voir un avocat aussi. Mais sur l'aspect inclusion numérique, je pense qu'il faut tout d'abord se rappeler le but premier, quelque part, c'est rompre l'isolement. On est dans une société de médias, on ne va pas dire le contraire ici, et il n'y a jamais eu de gens autant seuls. Et donc, c'est important aussi qu'ils puissent se sentir moins seuls, et on l'a vu pendant le confinement. Imaginez un confinement il y a 20 ou 30 ans, sans Internet, nos jeunes comme les plus anciens, là, on aurait été vraiment complètement isolés. Donc, ça peut se faire dans la vie courante, on va dire, en temps normal. Et puis, deuxième axe principal aussi, évidemment, outre l'aspect, le lien social, c'est aussi tout ce qui est développement durable. On est tous dessus aujourd'hui et il n'y a pas de solution de développement durable sans numérique, sans digital, que ce soit pour la préservation des ressources, pour la gestion des nouvelles mobilités, pour le stationnement intelligent. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'effet positif n'est pas à démontrer, c'est comment le gérer et bien le faire comprendre par nos concitoyens. Bien. En un mot, je pense que je rejoins la dimension mobilisation générale de tout le monde. Et des nouveaux sujets, parce qu'on a beaucoup parlé d'action sociale et de services publics. Je pense qu'il y a plein d'autres sujets. On en a parlé sur l'éducation, sur la parentalité, aujourd'hui, qui est un vrai sujet qui est en train de monter aujourd'hui dans un grand nombre de collectivités territoriales. La santé, la 3e dose, il faut prendre rendez-vous. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent démunis face à cette prise de rendez-vous, on l'a vu. Puis la mobilité, les questions de stationnement, ces choses-là. Il faut embarquer les opérateurs, justement, publics dans cette démarche d'inclusion numérique. C'est notre conviction, l'élargissement du champ de la lutte. Merci beaucoup à tous pour votre participation, vos témoignages. Je m'excuse auprès de l'auditoire qui, je sais qu'il y a une liste de questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prendre et on va essayer d'y répondre. Mais, pardon, on fera ça par mail parce que le temps ne nous permet pas d'aller plus loin. Voilà, je vous dis à bientôt. C'était la 3e édition. Je pense qu'en 2022, il y en aura d'autres. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite du coup. Bonne fête de fin d'année. Au revoir.